France Maghreb 2. Un certain mercredi 18 juillet 2018, nous sommes là dans les studios de France Maghreb 2 pour un LGF jusque 18h. Ravi de vous retrouver avec aujourd'hui pour m'accompagner Fatima Wassak, politologue. Bonjour Fatima. Bonjour à tous et à toutes. Comment ça va Fatima? Ça va très bien. On se prépare pour le 21 juillet là? Ouais. La marche pour Adama. Ouais. Espérons qu'il y ait autant de monde à Beaumont qu'il y a eu sur les Champs-Élysées. On peut rêver ou pas? T'exagères. Ouais. On rêve. D'accord. Non, s'il y a déjà quelques milliers de personnes, ce serait déjà bien parce que Beaumont, c'est complètement, c'est un trou perdu. C'est loin de Paris. Mais il y a le comité Adama là qui travaille pour mobiliser un maximum de monde et je pense que ça. D'ailleurs, il y a une lettre ouverte à Emmanuel Macron qui a été publiée ce matin. dans Le Point, je crois. Non, Nouvelle Obs, signée donc Assa Traoré qui interpelle directement le président de la République. Ouais, sur le fait que ça fait 2 ans que y a rien, il y a pas de nouvelles du côté judiciaire. Depuis, vous vous souvenez les fameux mensonges du procureur qui d'ailleurs a été écarté. Donc depuis ces mensonges-là, en termes d'enquête judiciaire, il y a pas de nouveau. Et donc Assa Traoré qui dit clairement que la justice essaie d'endormir le dossier, l'enquête, et qui interpelle le président en disant mais voilà, vous devez la vérité en tant que garant. Et elle interpelle aussi la garde des Sceaux en tant que garant, vous devez la vérité au peuple français. Donc elle dit le peuple français ne comprendrait pas que un jeune homme de 24 ans, le jour de son anniversaire, meurt comme un chien. C'est l'expression qu'elle utilise sur le sol d'un commissariat, menottes au poignet quoi. Ouais. Donc et c'est une lettre très émouvante et j'espère qu'elle va trouver écho. Et on incite évidemment auditrices auditeurs à venir nombreux ce samedi 21 juillet donc à Beaumont. Vous allez sur le Facebook donc Vérité pour Adama. Vous avez toutes les infos utiles bien sûr parce qu'il y a je crois qu'il y a des cars à disposition et puis il y a les horaires de train pour vous y rendre. Donc c'est toute une après-midi où il va y avoir donc une marche jusqu'au quartier. Un concert avec de grands noms. Fianso, Youssoufa. Ah, Fianso, ça y est. Fianso, ça y est, c'est-à-dire il y avait un doute. J'ai peur de donner l'info. On m'a dit Youssoufa qui va ramener pas mal de gens. De rappeurs. Moi j'ai entendu Fianso, je pense qu'il vient. D'ailleurs il a soutenu, il a fait un appel à venir au 21. Non, il y aura pas mal de monde, un très beau concert. Mais vous pouvez chercher les champions du monde de foot, non, ils seront pas là. Ils seront pas là, les champions là 2018. Ils sont trop occupés à être dans le salon de Macron. Bon, en tout cas, samedi 21 juillet, une grosse partie de l'équipe du LGF sera là aussi. Parce que déjà pour demander, exiger vérité et justice pour Adama, et aussi pour saluer le travail aussi du porte-parole de notre ami Youssef Brakni, qui fait partie, comme vous le savez, de l'équipe LGF. Bon, c'est parti pour le programme aujourd'hui. On a pas mal de sujets à évoquer ensemble avec vous, chers amis auditeurs. Le numéro de téléphone 01 40 33 9000. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, des musulmans de l'état de l'Assam en Inde sont menacés de devenir apatrides. Les autorités locales veulent en expulser plusieurs millions vers le Bangladesh. Rabat, la marche pour la libération des détenus de rassemble des milliers de personnes. Le gouvernement marocain doit-il s'inquiéter de ces manifestations? La question LGF que l'on vous pose aujourd'hui: pensez-vous que la victoire des Bleus va faire remonter la cote de popularité du président Macron? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio avec Fatima Wassak, notre politologue à nous, et on la garde bien au chaud sur France Maghreb 2 jusque 18h. Elle est ici chez elle à France Maghreb 2. Bon, alors ma chère Fatima, tu as suivi cette euphorie. Le foot franchement arrive à générer des scènes incroyables quand même, plus de 100 000 personnes aux Champs-Élysées lundi pour acclamer les joueurs devant un bus qui est passé à toute allure d'ailleurs. L'Élysée d'ailleurs vient de démentir le fait que n'a pas du tout fait pression pour que ce bus aille plus vite pour arriver plus vite à l'Élysée. Oui, on y croit tous évidemment. Bien sûr, cela dit, donc voilà, c'est vrai que beaucoup de spectateurs qui étaient là, présents, qui étaient amassés sur les Champs-Élysées, tout ça dans une bonne ambiance, a attendu pendant des heures et des heures pour voir des joueurs passer en coup de vent. Et je tiens juste à souligner que Blaise Matuidi dans un tweet a regretté le fait que le bus ait été trop vite et qu'il n'ait pas eu le temps, les joueurs, de profiter de ce moment précieux avec les supporters venus nombreux et de loin pour les remercier. Moi je suis sûr que ça n'a rien à voir avec les joueurs. Là pour le coup, ils sont ça pour c'est rien, clair. Ça les joueurs. Ils auraient préféré, je pense, prendre un petit bain de foule et puis voir
plus de 100 000 personnes comme ça les acclamer, etc. Je suis sûre que si ça avait tenu qu'à eux, ils auraient passé beaucoup plus de temps là qu'à l'Élysée, évidemment. Donc, alors cela dit, je vous donne juste des chiffres hein. En comparaison, en 98, ils avaient mis quasiment 4 heures, un peu moins, mais 4 heures pour descendre l'avenue des Champs-Élysées. Là, ils l'ont fait en 12 minutes. Bah ouais. Donc voilà. Non, c'est scandaleux. Bon, alors justement, la question que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce que, alors, ça avait profité à Jacques Chirac en 98, sa cote de popularité avait remonté. Est-ce que ça va profiter à Emmanuel Macron, cette victoire en Coupe du Monde, enfin cette grâce de la victoire de la Coupe du Monde de l'équipe de France? Eh bien, bizarrement, vous êtes en majorité à dire non. 74% sur Facebook, France Maghreb 2, LGF officiel sur Twitter. Ça va profiter à Emmanuel Macron, Fatima, cette victoire de la France en Coupe du Monde? En fait, Emmanuel Macron est en train de démentir le petit dicton plus c'est gros, plus ça passe. C'est-à-dire que là, je crois qu'il a atteint il a explosé ce plafond de verre. En fait, c'est-à-dire que là, c'est vraiment trop gros. C'est-à-dire entre la photo où on le voit faire le signe de Jupiter là, comme s'il allait s'envoler dans les airs, voilà, ridicule, et vraiment il a été tourné en dérision sur tous les réseaux sociaux à juste titre. Et puis voilà, et puis là toute la récupération qu'il y a autour, c'est ce bus qui passe en coup de vent pour aller s'étaler comme ça dans le salon présidentiel. Enfin tout ça, je pense que c'est trop gros pour les Français. L'ont vu arriver avec ses gros sabots de loin, et je pense que voilà, effectivement ça ne lui apportera rien, et voilà. Alors on peut quand même rappeler qu'il y avait 3000 gamins, alors dit-il, l'Élysée dit qu'il y a 3000 gamins issus des quartiers de banlieue invités pour justement remercier les joueurs dans les jardins de l'Élysée. Voilà, mais tout est comme ça, c'est-à-dire que tout est fabriqué, tout est construit, il y a rien de spontané. Et les gamins qui attendent sur les Champs-Élysées avec leurs parents, qui sont là, qui sont venus, qui ont passé toute la journée, qui ont pique-niqué sur place, plein soleil. Mais il faut toujours que ce soit organisé, construit par l'Élysée. Il n'y a rien qui est laissé à la spontanéité, il y a rien qui est laissé à la ferveur populaire en fait. Donc voilà, donc ça non, ça rattrape pas le coup qui a été fait à ces familles. 01 40 33 9000, est-ce que selon vous cette victoire en Coupe du Monde dimanche soir, est-ce que ça va profiter à la cote de popularité de Emmanuel Macron? Je suis assez surpris moi, parce que normalement Fatima, ça profite parce que les gens sont contents et on voit le président apparaître, etc. Donc on peut se dire tiens, même si c'est pas grâce à lui, il l'a rappelé d'ailleurs, et à juste titre, il a eu raison de le faire, mais ça profite souvent bizarrement aux politiques qui font de la récupération. Là c'est pas propre à Macron, tout le monde l'aurait fait à sa place, je pense. Après c'est l'art et la manière de le faire. En tout cas, vous nous dites ce que vous en pensez. Allô, bonjour. Allô. Ah, il est parti le monsieur, il avait certainement des choses à dire. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler 01 40 33 9000. Fatima, c'est bizarre quand même que ça profite pas visiblement dans les sondages. Le moral, alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu un sondage apparaître en nous disant que le moral des Français était en hausse après cette victoire de la France en Coupe du Monde pour cette deuxième étoile, mais par contre que la cote de popularité de Emmanuel Macron était en baisse. Oui, parce que ils ont les Français ont l'intelligence de bien distinguer les deux, c'est-à-dire d'un côté se réjouir de la victoire de l'équipe de leur pays, donc ça c'est une chose, mais bien de bien dissocier ça voilà du rôle qu'a joué là-dedans le président. Faut rappeler qu'en ce moment voilà, il y a des retours très très négatifs, par exemple de Parcoursup. Ouais. Il y a des retours très négatifs. Là, il y a des rapports qui sont publiés sur le service public hospitalier, sur les hôpitaux, sur les urgences. Le programme qui est annoncé début juillet normalement est reporté à la rentrée, etc. Ouais. Donc, il y a un certain nombre. Donc, en fait, comment le on plan peut pour croire... voter aussi. Voilà, donc un président de la République comme ça qui se réjouirait d'une fête populaire et d'une victoire populaire, en fait, c'est pas crédible par rapport au fait qu'il casse justement des services publics, qu'il casse justement la cohésion nationale, les services publics hospitaliers, scolaire, etc. Donc il est juste pas crédible. Et je sais pas, bon ça c'est personnel, mais c'est quand on voit Emmanuel Macron, ça se voit qu'il est pas sincère en fait. Je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est ça, c'est une appréciation personnelle. Oui, mais franchement, la vérité c'est que non, c'est trop surjoué, tu vois, c'est trop théâtralisé, il en fait des tonnes. Tu sais qu'il a fait du théâtre, Il a fait du théâtre. Mais franchement, il était pas fort. Et c'est pour ça qu'il est pas devenu comédien. Je pense c'est qu'il est nul. Parce que vraiment, ça se voit qu'il est pas sincère. Et ça, voilà, avec tu vois, Sarkozy, par exemple, on savait qu'il aimait le foot. Ça se voyait qu'il était, tu vois, d'ailleurs, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, il y avait l'idée comme ça qu'il allait diriger, je crois, le PSG. Oui, je sais plus. Mais lui aussi, il aime le foot,
Il aime le foot, il est fan de l'OM d'ailleurs. Ah oui, mais il a détruit ça L'erreur par... est humaine. T'es sûr qu'il est pas fan de l'OM depuis avant-hier? Non, il est fan de foot pour le coup. Chirac, par contre, était pas fan de foot du tout, hein. Il s'en foutait limite du foot. Complètement. Mais il avait profité aussi de cette ferveur. En plus, c'était en France, souvenez-vous, en 98, quoi. Méziane, salut! Oui, salut Christophe. Bonjour à ton invité. J'ai pas retenu son prénom. C'est Fatima, c'est rien de plus simple. Fatima. Bonjour Fatima. Bonjour. C'est un joli prénom. Gentil. Bon. Alors, moi, je suis très content. Oui. Parce que Macron va gagner des points. Ça, c'est toi qui le dis. Hein. Et puis qu'à partir de maintenant, grâce au football, tout va aller mieux. C'est ironique. En fin de compte, le football va résoudre tous les problèmes. Macron, lui, il est là pour... il devrait faire entraîneur, parce qu'en fin de compte, si c'est ça qui va booster l'économie, peut-être que grâce à la Coupe du Monde, demain, on va raser gratis. Oui, en fait, vous êtes très ironique, mon cher Méziane, c'est ça, hein? Bien entendu, mais moi, j'aime bien le foot, j'aime bien le sport en général. Ouais. Bon, je suis pas super qualifié par rapport à toi, Christophe. Chacun a ses hobbies, hein. Mais je trouve qu'on en fait tellement avec cette histoire de communication par le foot, par n'importe quel prétexte, et le foot est une drogue, une religion et l'opium du peuple. Je suis pas contre le foot, mais il y a tellement de politique et de business derrière, de business pour certains, hein, pas pour les gens comme moi. Je vais te donner un chiffre, Méziane. Ça me dégoûte, vraiment, ça me dégoûte, parce que ça devient le sujet numéro 1, alors qu'il y a bien des gens qui sont dans la merde, qui ont peur pour leurs enfants, qui ont peur pour leur avenir, pour le boulot, pour leur loyer, pour leur train de vie ordinaire, et on fait du foot comme si qu'il n'y avait plus rien qui existait. C'était ça la chose la plus importante du monde. Méziane, je te donne un chiffre, je vous donne un chiffre à tous. Le premier spot diffusé à la mi-temps du match France-Croatie a été vendu 364 000 € les 30 secondes. D'accord? Oui, mais ça m'étonne pas, parce que on est dans un monde de communication, et le foot est un vecteur parce que populaire, mais est-ce que le peuple, quand on parle de populaire, donc il y a le mot peuple, est-ce que une fois que le match est gagné et tout le monde s'y réjouit, est-ce que le lendemain tout va aller mieux? Oui, effectivement, je veux bien qu'on fasse la fête. Moi, je suis content que la France ait gagné. Je vis en France, j'aime la culture française. Mais je crois que les médias, les politiques, la FIFA et tout le business qu'il y a autour, et la communication, ça sent mauvais, ça me répugne. Franchement, ça me répugne. Il y a des sujets très graves dans la vie. Je ne dis pas qu'il faut pas se contenter, mais ils en font des tonnes et des tonnes, et ça finit par m'exaspérer. Bon. Merci Méziane pour ton avis. J'ai une petite question à te poser, Fatima. Peut-être que tu as pas forcément la réponse, mais peut-être de par ta réflexion, essayer de trouver un parallèle entre le fait, par exemple, si on prend la Belgique, l'Angleterre, la Croatie, qui sont 3 bonnes équipes qui ont perdu et qui ont été éliminées, et qui sont retournées au pays, et qui ont été d'ailleurs accueillies par le peuple de manière assez grandiose. Il n'y a pas eu une casse de voiture, pas une voiture brûlée, rien. D'accord. En Angleterre, par exemple, la diversité de l'Angleterre n'est pas forcément représentée dans l'équipe de foot. Pourtant, pas une remarque, pas un problème dans la presse. Aujourd'hui, en France, la France remporte la Coupe du Monde. Saccage des Champs-Élysées dimanche soir. Comment on l'explique ça? Saccage, c'est-à-dire? Il y a eu des casses sur les Champs-Élysées dimanche soir, à l'issue de la victoire et de la Coupe du Monde de la France. Les Champs-Élysées ont été un petit peu saccagés. D'ailleurs, ils ont été obligés d'évacuer. Ça, c'était dimanche soir, hein. Oui. Alors, c'est intéressant que tu parles de ça, parce qu'effectivement, moi, j'y étais pas sur les Champs-Élysées, et j'ai pas la télé, donc j'avais pas ces images-là. Lundi, ça s'est très bien passé. En direct, etc. Mais je remarque, puisque tu me parles de réflexion, je remarque en fait que il y a eu pas mal de sujets là-dessus, sur le saccage, et d'ailleurs, voilà, sur qui saccage, sur ces casseurs à casquettes, etc., etc. Donc, et ça a pris une grande part médiatique ces derniers jours. Je remarque inversement que les agressions sexuelles qui ont eu lieu, multiples, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages de femmes, de filles sur les réseaux sociaux pour se plaindre des agressions sexuelles qu'elles ont subies en masse sur les Champs-Élysées, donc au même moment, personne n'en parle.
Donc voilà, moi je pose la question de savoir qu'est-ce qui est le plus grave. Est-ce que c'est une vitre de voiture brisée ou est-ce que c'est une fille violée? Donc voilà, et ça c'est une vraie réflexion à avoir, c'est-à-dire pourquoi lors de ces grands événements, sportifs ou pas, lors de grands événements comme ça, pourquoi il y a une telle impunité vis-à-vis des agressions sexuelles, voilà. Et pourquoi une fois que ces agressions sexuelles ont lieu, pourquoi on n'en parle pas dans les médias, voilà. Et pourquoi on ne fait pas un travail de prévention là-dessus pour protéger ces filles et ces femmes et en réalité voilà pour prévenir le fait que ces filles et ces femmes n'iront plus elles aussi se réjouir en manifestation, en rassemblement sur les Champs-Élysées. Mais ça c'est pas la faute de l'État, c'est la faute de quelques abrutis qui... Oui, mais le fait de ne pas en parler dans les médias, en fait, ne participe pas du travail de prévention nécessaire pour que ces filles et ces femmes, d'une part, ne soient pas agressées et d'autre part, aient envie, dans le futur, de participer à ces manifestations et ne restent pas à la maison de peur d'être agressées. Moi, j'ai une fille, si je sais qu'il y a tout ça dans les petites encore, mais quand elle sera plus grande, si je sais, adolescente notamment, si je sais qu'elle doit aller comme ça à un rassemblement, si je sais qu'il y a ce genre de choses qui se produisent, évidemment que je l'envoie pas. Et donc ça participe du fait que les filles et les femmes ne sont pas présentes dans ce genre de manifestations publiques. Et ça c'est un vrai gros sujet de sexisme, notamment de violences sexistes et sexuelles dans les espaces publics. Et ça on n'en parle pas du tout. Donc je profite là de la question que tu me poses pour dire voilà, pour moi c'est bien plus important et bien plus prioritaire cette question-là. Et c'est d'autant plus qu'on n'en parle jamais dans les médias. Je vous donne un chiffre qui peut faire mal au ventre, 350 000 euros, 73 ans de RSA à chacun des 23 joueurs de l'équipe de France en cas de victoire. C'était dimanche. Je me demande d'ailleurs où prennent ce pognon considérable. 350 000 euros pour chacun des 23 joueurs, 73 ans de RSA. Voilà. Les chiffres quand même c'est parlant, c'est violent. Alors je vais encore faire là, je vais encore t'embêter en te disant mais ok il y a ça et puis après il faut aussi mettre en parallèle par rapport aux chiffres que peuvent toucher, enfin aux revenus que peuvent toucher les dirigeants comme ça de grands groupes, notamment qui ont des salaires aussi mirobolants, ça se rapproche un peu de ce que tu dis en termes de dividendes. C'est pas du travail, c'est pas du mérite, c'est pas des gens qui parce qu'ils ont fait des études, parce que etc. Non, c'est juste parce que voilà ils ont des revenus, ils ont des rentes, ils ont des dividendes. Et ça, bon, il faut le savoir, les joueurs de foot, c'est pas pour les défendre là, mais voilà, ils remplissent des stades, les places sont très chères. Tu l'as dit tout à l'heure, les spots publicitaires sont très très élevés pour ce genre d'événement. C'est pas anormal qu'ils touchent ces sommes-là. Tu vois, ce serait quand même comment dire, scandaleux que seuls les joueurs ne touchent pas d'argent alors que les publicitaires touchent de l'argent, alors que les fédérations de foot touchent de l'argent, alors que la FIFA touche de l'argent, etc. Tous ces gens-là toucheraient de l'argent, sauf les joueurs de foot, alors que c'est grâce à eux qu'il y a toutes ces rentrées d'argent. Donc tu vois, donc moi ça me paraît pas si scandaleux que ça en fait. Il faudrait dans ce cas-là remettre en cause l'ensemble du système, mais pas juste pointer du doigt ces joueurs qui viennent pour beaucoup des quartiers populaires, qui sont pour beaucoup issus de l'immigration, etc. Voilà pourquoi il y a que là-dessus qu'on focalise. Une information qui vient de tomber qui peut intéresser pas mal de gens, vous savez qu'il y a certaines victimes du 13 novembre qui avaient porté l'affaire en justice et qui avaient attaqué l'État pour pointer une certaine responsabilité de l'État. Bien la justice vient de rejeter des demandes des victimes du 13 novembre. Voilà. C'est un tribunal administratif qui ne reconnaît pas la responsabilité de l'État dans les attentats, comme le réclamaient donc des victimes. 01 40 33 9000. Une petite peut-être mauvaise nouvelle pour l'équipe des Fennecs d'Algérie. A priori, elle devrait peut-être être privée de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Pour la simple et unique raison que l'Algérie aurait organisé, j'emploie évidemment beaucoup le conditionnel dans cette histoire, aurait organisé au mois de juin dernier des matchs amicaux sans en avoir prévenir la FIFA. Du coup, la FIFA est très énervée et en colère et donc pourrait priver l'Algérie de participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. Samy, allô? Christophe, bonjour. Bonjour. Samy, Fatima, 2 minutes. Samy de Champigny, oui, bah dis-lui bonjour d'abord. Ouais, bonjour Fatima, vous allez bien? Bonjour, oui, très bien, et vous? Ouais, dis-moi, j'entends parler de ton collectif, tout ça, qui est très intéressant par rapport aux frangins qui sont en prison et il y a eu un de leurs frères qui est décédé, c'est très grave. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi que notre communauté, avec les Africains, on n'arrive pas à sortir un peu d'argent pour les sortir, les 4 frères qui sont enfermés, les pauvres. Parce que quand il y a des gens, quand c'est on va pas dire les autres, mais quand c'est une grosse affaire, les mecs ils sortent la main de leur poche, ils mettent de l'argent sur la table pour payer un avocat très puissant qui puisse sortir ces 4 frangins qui sont en train de pourrir en prison. On n'a pas le droit de mettre 4 frères qui ont rien fait peut-être dans l'histoire qu'on connaît pas, que je connais pas d'ailleurs, je juge pas, mais ils doivent les sortir vite de prison. Pourquoi tu laisses des gens comme ça
c'est même pas de la semi-liberté. C'est un condamnement. Tu parles de l'affaire Adama. Ouais, l'affaire Adama. Oui, donc c'est pas 4, c'est 5 déjà, c'est 5 frères qui sont en prison. Ah, c'est 5 frères. Ouais. On a attrapé 5 frères comme ça qu'on a mis dans une prison alors qu'ils n'ont pas le droit. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est carrément, c'est un scandale. Il faut que la communauté paye des avocats pour sortir ces 5 frères. C'est pas normal. Regarde, Christophe, tu viens de parler qu'il donne 350 000 euros à chaque footballeur. Il n'y a pas un footballeur qui peut payer un avocat, un Africain comme nous, qui puisse payer un avocat et sortir ses frangins. Mais qu'est-ce que c'est que ce scandale? Bon. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Merci Samy. Fatima, Ouais. donc ça a été merci pour ce message parce que alors déjà pour commencer, il y a déjà un avocat d'origine africaine qui est sur l'affaire qui s'appelle Maître Bouzrou. Voilà, Yacine Bouzrou et c'est un excellent avocat. Beaucoup disent que c'est le meilleur avocat de France. Donc question avocat, ça va, c'est bon. Pour l'essentiel d'ailleurs, Maître Bouzrou n'est pas payé. Il fait ça gracieusement, il me semble, ou alors en tout cas il est pas beaucoup payé. Donc pour le côté avocat, c'est bon. Par contre, pour le reste, effectivement, il y a quand même un petit souci. Alors, on n'a pas du tout en France la même culture à ce niveau-là qu'en Angleterre ou aux États-Unis, notamment, où il y a un mouvement qui est très très puissant, que vous connaissez, qui s'appelle Black Lives Matter. Donc, la vie des Noirs compte. Mouvement qui est né il y a quelques années, parce que voilà, aux États-Unis notamment, il y a pas mal de morts, qui sont, enfin, de personnes de Noirs notamment qui sont tuées par la police. Donc, il y a ce mouvement qui s'est organisé et effectivement aux États-Unis tout ce que les États-Unis comptent de stars, de la chanson, du rap, des sportifs, etc. Non blancs et pour partie noire donnent de l'argent. Et attention, c'est pas des petites pièces, c'est je sais pas, Beyoncé, Jay-Z, etc. C'est plusieurs milliers d'euros, voire millions d'euros. Donc effectivement, il y a cette culture-là de je réussis et je reverse un tout petit peu parce que c'est des miettes pour eux, un tout petit peu à des causes qui me tiennent à cœur et aux causes en tout cas qui sont importantes pour ma communauté. En France, c'est vrai qu'il y a un gros problème. Alors on parle des sportifs, on parle beaucoup des joueurs de foot. Franchement, le pire c'est quand même moi je trouve les rappeurs, parce que t'as des rappeurs quand même qui ont un discours autour des violences policières et qui chantent ces violences policières. Ouais. Voilà, sans donner de nom, mais en tout cas qui les dénoncent dans leur rap, dans leur chanson et qui donnent pas une pièce. Franchement, c'est vraiment. On sait que Youssoupha, par exemple, est un rappeur qui a. Ouais, alors lui, justement, c'est un exemple à donner parce que lui, il participe depuis le début à la mobilisation pour le comité Adama. Je sais qu'il est l'un des organisateurs du 21 juillet. Il organise le concert parce qu'il y aura du monde, il y aura des rappeurs qui seront là. C'est-à-dire que venir sur scène, faire des petites vidéos, etc. Quand même, ils font le taf en France. Le problème, c'est contribuer en fait financièrement. Peut-être qu'il faut organiser ça. Peut-être que si on organisait, qu'on les sollicitait de manière un peu carrée, peut-être qu'ils accepteraient. Faut voir. Faut voir. 01 40 33 9000. On rappelle d'ailleurs le 21 juillet, donc ça se passe du côté de Beaumont sur Oise. C'est à quelques 50 km de Paris à peu près. Et il y aura des bus donc à disposition pour au départ de la gare du Nord, et les horaires de train seront affichés sur la page Facebook et sur le Twitter et tous les réseaux sociaux de la vérité pour Adama. Donc samedi, le mieux c'est de partir vers midi parce que ça commence aux alentours de 14h. En tout cas, le rendez-vous est pris pour 14h à la gare de Beaumont pour cette marche, pour ce concert et pour la diffusion aussi d'un film, d'un documentaire, Fatima. Ouais. Voilà, donc absolument. Et qui est membre de La Rumeur. C'est pour ça que je tiens à dire quand même qu'il y a des rappeurs ou anciens rappeurs, parce qu'il me semble qu'ils ne rappent plus aujourd'hui, mais voilà, qui font le boulot, qui se mobilisent, voilà, qui donnent aussi, voilà. Bon. Donc, Amé notamment. Alors, vous pouvez toujours évidemment nous appeler pour répondre à cette question. Est-ce que selon vous, la cote de popularité d'Emmanuel Macron va monter après la victoire et l'obtention de cette Coupe du Monde par l'équipe de France hier? Alors hier il y avait un documentaire, je suppose que t'as pas regardé, c'était sur TF1 sur l'équipe de France. Justement, on a suivi, en fait ils ont suivi pendant tout le déroulé du mondial en Russie, l'équipe de France, et c'était un film. On a suivi les joueurs et on a vu finalement que, les fachos à mon avis ont dû être très très mal hier, parce que il y a eu quelques scènes justement où c'était vraiment c'était Paul Pogba et compagnie, tous ces joueurs noirs qui justement chantaient africains. Enfin, c'est magnifique. C'est ça la France qui gagne, Fatima. C'est la force de la France quand elle est représentée à sa juste valeur. Et elle gagne. Voilà, elle gagne. Tout ça impulsé par un certain Didier Deschamps qui a montré, en tout cas hier, j'ai trouvé un visage
qu'on n'a pas l'habitude de voir de la part de Didier Deschamps. 01 40 33 9000, bonsoir. Allô? Bon, je sais pas ce qui se passe avec mon standard aujourd'hui. On reprendra vos appels dans un instant. Tiens, justement, on va parler dans un instant d'une info que vous n'êtes pas prêt d'entendre sur BFM TV. On va aller direction l'Inde, ma chère Fatima, pour parler du sort des musulmans. Si on devait faire un petit comparatif, il faudrait peut-être utiliser les Rohingyas pour expliquer, on va vous l'expliquer en détail dans un instant, le sort de ces musulmans. Alors, le nombre est impressionnant, 7 millions de musulmans sont menacés de devenir apatrides et d'être expulsés d'Inde, direction le Bangladesh, un tout petit pays qui se retrouve avec déjà des réfugiés birmans et qui risque donc d'accueillir des réfugiés maintenant de l'Inde. Ça se passe donc dans l'extrémité de l'Inde, dans l'état de l'Assam, en Inde, où 7 millions de musulmans sont menacés d'expulsion. On y revient dans un instant avec vos appels. Et puis on parlera évidemment tout à l'heure, ma chère Fatima, de cette manifestation importante. Pendant que certains regardaient le match de foot dimanche, il y en avait d'autres qui sortaient dans les rues pour dénoncer des détentions, des condamnations des membres de Hirak qui vont de 1 an de prison avec sursis jusqu'à 20 ans de prison ferme pour 4 d'entre eux, notamment Nasser Zabzati qui est le leader de cette contestation. Et il y avait à peu près, on estime, à 15 000 personnes de manifestants dans les rues de Rabat du Maroc ce dimanche. Est-ce que ça va arriver aux oreilles des autorités marocaines? Comment vont-ils gérer cette crise? On sait qu'il y a la fête du trône qui approche à grands pas le 30 juillet prochain. Beaucoup maintenant espèrent obtenir cette fameuse grâce royale. Faut-il y croire? On en parlera avec vous et avec Fatima Wassak sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, c'est le LGF, le grand forum avec Fatima Wassak sur France Maghreb 2 avec nous aujourd'hui. Vos appels au 01 40 33 9000, la question du jour, je vous la rappelle. Est-ce que vous pensez que la victoire de la France à cette Coupe du Monde va profiter à Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va, sa cote de popularité va prendre un envol considérable? Eh bien, vous êtes en grande majorité à penser que non, 74%, ça bouge, hein, beaucoup de votants en tout cas pour cette question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel, et vous pouvez également nous appeler pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Tiens Fatima, petite remarque par rapport à une affaire qui a complètement disparu des radars médiatiques, celle de Tariq Ramadan, qui pourtant a été confronté apparemment à 2 de ses accusatrices, notamment une certaine Unda Ayari. Est-ce pour ne pas dénoncer ce 2 poids 2 mesures qui pourrait apparaître comme flagrant, en faisant le parallèle avec l'affaire Luc Besson? Alors là, pour le coup, personne n'en a parlé ou presque pas. Luc Besson qui est accusé par 4 femmes de viol, de scènes absolument gravissimes. D'ailleurs, il y a une enquête de Mediapart, c'est ce que tu me disais, que j'ai pas lu d'ailleurs, hein, mais tu me le disais. Est-ce que là, pour le coup, là, encore une fois, on assiste à une manipulation médiatique concernant ces 2 affaires, Fatima? Oui, parce que quand tu parles d'affaires Luc Besson, t'es gentil parce que affaire, c'est un bien grand mot pour dire que effectivement c'est une non-affaire. Alors je sais pas s'il y a 4 femmes, en tout cas je sais qu'il y a plusieurs femmes qui ont. J'ai vu le chiffre de 4. Ouais, voilà. qui ont dénoncé en fait les agissements notamment du une producteur, actrice, qui s'appelle Sand Van Roy, qui est une comédienne qui a joué dans plusieurs de ses films et justement en fait qui décrit l'emprise qu'aurait eu Luc Besson vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire qu'en fait il lui faisait miroiter des rôles et ensuite il l'a menacé de la couper au montage, voilà, et c'est pour ça qu'elle a une relation avec lui pendant 2 ans, sauf que à un moment donné elle décrit une relation de plus en plus violente où il n'y a pas de consentement, c'est-à-dire qu'elle décrit notamment une scène de viol où elle a été frappée, etc. Et donc elle décrit ça et effectivement il y a une enquête très carrée que j'ai lue, une enquête de Mediapart. Il y a 5 journalistes quand même sur le coup qui ont enquêté pendant des mois, donc c'est vraiment très sérieux. Ils font le boulot quand même, Mediapart. Et ouais, complètement. Alors, et puis là-dessus ils avaient ils devaient faire quelque chose de béton parce que tu te souviens qu'au début de l'affaire Ramadan on leur a reproché leur trop grande sympathie vis-à-vis de Tariq Ramadan. Tu te souviens de ça? Donc ils étaient dans l'obligation de faire quelque chose de carré là pour le coup. Et donc ils ont fait vraiment ils ont fait une enquête très très poussée et donc il y a ces plaintes auprès de la justice concernant Luc Besson. Et effectivement, à la grande surprise, on est à moitié surpris quand même, hein, mais il y a pas l'emballement qu'il y a eu pour Tariq Ramadan. Et puis surtout, Luc Besson, il est toujours libre comme l'air. Il est avec ses petites lunettes de soleil, en train de se bronzer sur la plage. Enfin, il est et effectivement, là pour le coup, il y a un début de 2
poids deux mesures quand même énorme, puisque d'un côté Tarek Ramadan pendant plusieurs mois en détention provisoire, pendant plusieurs mois. Il y a encore. Et il y a encore. Et de l'autre, Luc Besson pour les mêmes faits en tout cas qui lui sont reprochés, et puis avec beaucoup de témoignages, avec des scènes de violence extrême, avec de l'emprise, etc. Donc les mêmes choses qu'on reproche à Tarek Ramadan. Là, tout à coup, lui, déjà, les médias n'en parlent pas ou en parlent très très peu. Et puis surtout, voilà, il est pas en détention provisoire. Donc voilà. Donc effectivement, il y a un deux poids deux mesures qui peut expliquer pourquoi les médias ne parlent ni de Luc Besson ni de Tarek Ramadan. C'est-à-dire que le fait de parler beaucoup de Tarek Ramadan là maintenant, ça se verrait peut-être trop. Ouais. C'est ça le calcul en fait. Alors je dis quand même, parce que j'ai vu ça passer très rapidement sur les réseaux sociaux, qu'il y a des rassemblements qui ont été organisés en soutien à Tarek Ramadan pour demander sa libération. Donc voilà, et un peu partout dans le monde. J'ai vu que c'était un peu partout dans le monde. Donc voilà, il y a ces mobilisations dont personne ne parle, voilà, pour demander sa libération. Effectivement. Bon, et ben voilà, donc on est là aussi pour pointer du doigt de temps en temps des choses qui apparaissent comme assez bizarres. Alors Luc Besson aussi a beaucoup d'amis dans le milieu aussi, Fatima. Hein, ça s'explique aussi. Voilà, c'est un producteur de ciné qui pèse lourd. Et il a beaucoup d'amis, notamment dans le milieu de la télé, etc., du cinéma. Il est politique, bien sûr, il est quelque peu protégé, on pense à... Et puis, attends, il faut dire ce qui est aussi, Christophe, c'est un homme blanc et riche. Voilà, c'est pas comme Tarek Ramadan. Voilà, le deux poids deux mesures, il se joue là aussi. Tarek Ramadan était dans le viseur. C'est un homme arabe et musulman. Et voilà, parce qu'il n'y a pas que Luc Besson. Il y a, tu te souviens, ce ministre Darmanin qui a été accusé aussi par deux femmes. C'est pas rien, deux femmes qui a été accusé de viol par deux femmes. Et applaudi à l'Assemblée nationale. Et il a été applaudi à l'Assemblée nationale. Et maintenant, on fait comme si de rien. Enfin, le type s'exprime comme ça. Il n'y a jamais aucun journaliste qui relève, ne serait-ce que pour, pour dire que quand même c'est pas rien d'avoir été accusé de viol lorsqu'on est ministre. Voilà, et on fait comme si de rien n'était. Donc voilà, Luc Besson, c'est aussi un homme blanc et riche. Alors, voici une info aussi que vous n'entendrez pas sur BFM TV. Hein, pour le coup, je vous propose de nous rendre en Inde, dans l'état de l'Assam, où des musulmans sont menacés d'expulsion, de devenir apatrides. Ils représentent 30% de la population locale dans l'Assam, donc à l'extrême de l'Inde. C'est proche du Bangladesh. Les musulmans sont au cœur des tensions. Une pétition signée par près de 250 000 personnes prévient que dans quelques jours, l'Inde pourrait effacer jusqu'à 7 millions de musulmans, Fatima, auditrice auditeur, de son registre de citoyens dans l'état d'Assam parce qu'ils ne parlent pas la bonne langue et ne prient pas le bon Dieu. Ça, ce sont des choses qui sont absolument incroyables, effroyables, et là, pour le coup, là aussi, personne n'en parle. Est-ce que c'est parce qu'ils sont musulmans ? Voilà, la question est posée. Il précise quand même que mari, enfant, épouse pourraient être séparés, enfermés dans des camps. Les initiateurs de la pétition affirment leur crainte d'un génocide. C'est comme ça qu'a débuté le cauchemar des Rohingyas, rappelons-le. Écrivent-ils, en tout cas ils l'écrivent et on le rappelle aussi, on le souligne. Il faut dire que la situation ressemble donc étrangement effectivement à ce qui se déroule en Birmanie. De nombreux musulmans qui sont arrivés, rappelons-le, dans l'Assam en 1971 en direction du Bangladesh. Depuis, les tensions sont à leur comble entre hindous et musulmans. Il y a peu, Amnesty International racontait d'ailleurs que le cas de 2 musulmans lynchés par une foule dans l'état de l'Assam soupçonnés d'avoir volé 2 vaches, Fatima. Pour être tout à fait complet, pour expliquer évidemment ce qui se passe réellement là-bas, des affrontements parfois meurtriers, 70 morts ne serait-ce que durant l'été 2012, donc c'est une véritable politique anti-musulman qui se met en place, hein. Visiblement en Inde, la situation des musulmans est très inquiétante, surtout depuis l'arrivée au pouvoir d'une frange dure du nationalisme hindou. Et il prône notamment une Inde débarrassée de ses minorités chrétiennes et musulmanes. Les musulmans ont peur donc du régime en place. C'est ce qu'écrit en tout cas une spécialiste de l'Inde sur les réseaux sociaux. Alors, que se passe-t-il dans l'Assam ? Des initiateurs de la pétition indiquent que le gouvernement prétend prendre des mesures contre l'immigration illégale venue du Bangladesh, mais en réalité, la grande majorité des personnes visées sont des citoyens musulmans, pauvres, analphabètes et dépourvus de véritables documents d'identité. Il s'agit en effet, pour bien comprendre, aux musulmans de prouver qu'ils vivaient en Inde avant 1971. Ceux qui ne peuvent prouver leur nationalité seront expulsés vers le Bangladesh avec le risque donc de devenir apatrides. En mars dernier, 5 millions de musulmans de l'Assam n'avaient pas fourni les documents nécessaires selon Al Jazeera. Voilà sur ce que l'on pouvait dire sur cette situation absolument incroyable et catastrophique pour ces 7 millions de musulmans menacés donc d'expulsion et risquent de devenir apatrides, expulsés vers le Bangladesh, Fatima.
Oui, tu vois, quand on dit, oui, c'est horrible ce que tu dis. Alors moi, j'avoue que j'étais pas au courant de ce drame à venir. Personne n'en parle, Ouais, c'est personne normal. n'en parle. Alors il y a quand même voilà quelques médias qui en ont parlé, notamment par exemple le Muslim Post qui en a parlé, Oui. Al Jazeera comme tu disais. Donc il y a quand même des médias qui en parlent. Mais effectivement, je l'avais pas vu jusqu'à là. Mais en tout cas, voilà, quand on dit que les musulmans représentent aujourd'hui l'axe du mal, le terrorisme, le problème aujourd'hui dans le monde, ce sont les musulmans, c'est l'islam, etc. Voilà, force est de constater qu'il ne fait pas bon d'être musulman aujourd'hui dans le monde. Entre l'Inde, entre effectivement La Chine, les Ouïghours, les Rohingyas, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Palestine, à Gaza, là, avec les tirs là meurtriers qu'il y a eu ces derniers jours et puis qu'il y a depuis déjà longtemps. Enfin, aux États-Unis, la loi anti-immigration, anti-musulman de Trump, l'islamophobie quand même très très importante en Europe, partout en Europe, de plus en plus. Enfin voilà, c'est partout des tentations d'épuration ethnique ou carrément de l'épuration ethnique. Donc voilà, il y a un certain nombre de signes là qui montrent. Alors tu disais il y a des rapports d'Amnesty International que je disais là à l'instant qui montrent que voilà, il y a déjà des personnes qui sont lynchées, il y a déjà des discours quand même très très racistes qui sont tenus pour parler de camps, etc. Voilà, c'est le début de quelque chose. Voilà, et espérons qu'on arrivera, que la communauté musulmane déjà arrivera à se mobiliser à temps cette fois, à temps, et que en tout cas la communauté internationale ne laisse pas faire voilà quelque chose d'aussi dramatique. Alors question que j'ai envie de te poser et que je vous pose à vous toutes et à vous tous, vous pouvez d'ailleurs nous appeler pour y répondre, vous donner votre point de vue au 01 40 33 9000. Est-ce que finalement on n'est pas aussi j'allais dire dans la sphère médiatique où on est dans l'émotion dès que les médias décident de parler? Je prends en exemple les Rohingyas, où effectivement les grandes chaînes d'infos avaient parlé, vous vous en souvenez, avec cette mobilisation d'Omar Sy, etc., de grandes stars, etc., qui avaient mobilisé. On se souvient de cette espèce de cet appel aux dons qui avait duré 24 heures, etc. Et après, la situation évidemment perdure, continue. Ces Rohingyas sont toujours en Birmanie, toujours dans des situations et dans des conditions absolument incroyables et dégueulasses, enfin inhumaines pour le coup. Et les médias décident donc de pointer du doigt, par exemple, ce qui se passe en Birmanie. Là, tout le monde se prend d'une émotion certaine, mais on ne cherche pas plus loin que la lorgnette finalement, et on ne regarde pas ce qui se passe en Chine, comme on le disait. On ne regarde pas donc ce qui se passe en Inde. On ne regarde pas ce qui se passe au Yémen, qui est certainement peut-être la catastrophe la plus terrible actuellement au monde, avec 9 millions de personnes qui sont touchées par le choléra et des enfants qui sont dans des conditions, je vous explique même pas. Tout ça d'ailleurs, entre parenthèses, une guerre qui est quelque part dont la France est complice, puisqu'elle vend des armes à l'Arabie Saoudite, qui ce dernier participe à la tête de cette coalition pour massacrer le peuple yéménite. Voilà, il y a encore plein d'exemples dans le monde où finalement on ne s'y intéresse pas parce que la sphère médiatique a décidé de ne pas nous en parler. Pourquoi, Fatima, comment explique-t-on justement le fait de ne pas s'intéresser lorsque les médias ne s'y intéressent pas? Ouais, après je pense qu'il faut pas être aussi dur vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce discours de il faut savoir s'autocritiquer quand même. Oui, alors justement, je vais le faire, mais le discours qui consiste à dire que on agit que par émotion, qu'on se monte la tête à un moment donné quand on voit des choses à la télé, puis tout de suite ça redescend et puis on passe à autre chose en 2 minutes. Pardon de te couper, tu veux que je te donne un exemple concret? Non, 2014, Gaza. Voilà. Il y avait pratiquement 10 000 personnes dans les rues de Paris pour Gaza. Aujourd'hui, Gaza, tu te disais encore il y a pas longtemps, il y a eu des morts. Si t'appelles à une manifestation aujourd'hui, t'en auras à peine 100. Alors, on est d'accord avec ça. C'est-à-dire que sur cette réalité-là, on est d'accord. Sur cette analyse-là, on est d'accord. Non, moi, je parle plutôt des causes. Et sur les causes, je trouve que il faut être indulgent par rapport à nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse par rapport nous individuellement, toi Christophe, moi Fatima, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse par rapport aux Ouïghours ou aux Rohingyas, nous individuellement devant nos télé? Dénoncer rien. Déjà. Non, individuellement on ne pèse rien. Toi individuellement, moi individuellement, on ne pèse rien. C'est pour ça que je disais, tu te souviens la semaine dernière à Monsieur Asselineau, j'ai essayé de lui dire de la manière la plus courtoise possible. Ça a été un petit peu difficile, mais ce que j'ai essayé de dire, c'est que justement, en fait, notre problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas organisé, parce qu'en réalité, il s'agit pas individuellement de dénoncer.
tu vois, d'être indigné individuellement. Il s'agit de s'organiser pour mettre un coup de pression à nos dirigeants. C'est-à-dire que à partir du moment, par exemple, sur la Palestine, où nous sommes organisés, il faut s'organiser de manière politique, dans des partis politiques, dans des syndicats, dans des associations, dans des collectifs, etc. À partir du moment où on est organisé politiquement et collectivement, on peut mettre la pression sur le pouvoir français. Seul le pouvoir français peut mettre la pression sur Israël, sur la Chine, sur l'Inde, etc. C'est pas toi, Christophe, et c'est pas moi, Fatima, qui allons mettre la pression sur la Chine, l'un des pays les plus puissants du monde. Tu vois, donc en fait, en réalité, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut déjà s'organiser, déjà accepter qu'on ne peut rien individuellement, qu'il faut qu'on retrouve, voilà, c'est cette volonté de s'organiser collectivement. Et puis il faut mettre un coup de pression à nos élus. Alors je parle de Macron, tu vois, par exemple, à ça, tu le disais tout à l'heure, elle a fait une lettre à Macron. Il faut que tous à notre niveau, à partir du moment où on est organisé, il faut qu'on interpelle par exemple nos élus. Mais ça peut être le maire, ça peut être le député, ça peut être le conseiller municipal. Voilà, c'est nos élus qu'il faut interpeller pour dire voilà, qu'est-ce que vous faites. Voilà, un vœu. Tu te souviens, la semaine dernière, c'était le 12, on a organisé une petite conférence sur le RIF par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'on a décidé? Voilà, on s'est organisé, on a organisé une conférence. Il y a eu du monde d'ailleurs. Il n'y avait pas beaucoup de monde, donc là je te rejoins sur le fait que voilà, c'est vrai que ça mais c'est pas grave, il faut se dire même quelques-uns. On était déjà pas mal, on a discuté, puis on s'est dit voilà, concrètement qu'est-ce qu'on fait? Et ben on a décidé concrètement, c'est ce qu'on va faire bientôt, d'interpeller le député, d'interpeller le maire de la ville pour lui demander ne serait-ce qu'un vœu par exemple en conseil municipal, pour lui demander une citoyenneté d'honneur par exemple par rapport à Nasser Zavzavi, des choses comme ça. Ça paraît rien, mais c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que quand nos élus prennent en main, nos gouvernants prennent en main ces questions-là, eux ils ont le pouvoir de mettre une pression par rapport aux autres pays, voilà, parce qu'il y a des relations diplomatiques, parce qu'il y a des relations commerciales, etc. Donc voilà, donc je le dis, il faut pas croire que on est juste là pour voter, on n'est pas juste là pour s'indigner derrière sa télé. On a l'obligation, on a le devoir de s'organiser collectivement et de créer un rapport de force avec nos gouvernants et de mettre la pression à eux. C'est aux gouvernants qu'il faut mettre la pression. Oui, mais Fatima, ça passe aussi par le fait, pourquoi pas, d'organiser des associations, il y en a plein, des collectifs aussi, des manifestations, et si on voit qu'il y a un nombre important dans les rues de Paris ou d'ailleurs, les responsables de ce pays vont peut-être commencer à se pencher. Oui, mais c'est déjà non, c'est pas les manifestations qui se penchent. Tu peux regarder sur les retraites, sur la loi travail, etc. Il y avait des millions de personnes. Qu'est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé du tout. Non, parce qu'en fait, le pouvoir a tout intérêt à ce qu'on reste des individus éventuellement qui allons marcher comme ça sur République Bastille. Mais ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est créer un rapport de force politique. Ce qui compte, c'est mettre une pression sur les politiques. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui va faire qu'ils vont être obligés d'écouter, notamment par rapport aux élections, par exemple. Ils vont se dire ah là là, il faut pas que je fasse n'importe quoi parce que sinon ils voteront pas pour moi. C'est là-dessus qu'il faut tabler, c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Par exemple sur la Palestine, qu'est-ce qui nous empêche d'interpeller nos élus sur la question de la Palestine? Qu'est-ce qui nous en empêche? Pourquoi c'est jamais dans les débats? Pourquoi on ne parle que de la construction de la mosquée? On parle de ceci, de cela, voilà, on est dans un rapport comme ça très clientéliste, avoir des apparts, avoir des boules, des tafs, etc. Par contre, des questions comme ça qui sont essentielles, on n'interpelle pas les élus. Donc c'est là-dessus, je pense qu'il faut pouvoir là, je te rejoins, Fatima. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. 01 40 33 9000. Si on prenait un exemple, Manuel Valls a été élu député grâce au clientélisme. Je le sais. Voilà. Donc là aussi, il faut aussi dénoncer le comportement de certains. Et on utilise finalement même des gens qu'on n'apprécie pas des masses. Mais quand on sait que ce genre de personnalité utilise ce clientélisme pour être élu, c'est parce qu'il y a des demandeurs quelque part. Donc voilà, il y a des clients, voilà, et donc forcément ça marche. Et je peux vous assurer que notamment à Évry, dans la ville où il a été maire pendant longtemps, mais il a laissé une certaine empreinte, d'ailleurs à l'image de Corbeil-Essonnes, où on a l'empreinte toujours de Dassault, bien qu'il soit décédé il y a quelques semaines, mais il y a toujours ce système qui est installé et qui perdure. Donc grâce à qui? Grâce notamment aux habitants, mais aussi à cette communauté qui est très présente dans ces deux villes en l'occurrence. 01 40 33 9000, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Thierry. Thierry, vous nous appelez d'où Thierry? De Paris 9e. Très bien Thierry, on vous écoute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'était par rapport au Rohingya. Moi c'était quelque chose qui me tourmentait depuis maintenant 5 ou 6 ans. Et en effet, puisque ce n'est pas d'hier que j'ai vu des moines bouddhistes bastonner à coups de roseau des Rohingyas Vraiment, c'était odieux ce que j'ai pu voir sur YouTube. Et il y a bien 5-6 ans de cela.
Et donc, et alors, mon étonnement n'était pas tellement un étonnement de non-intervention, si vous voulez, de la France, mais surtout des voilà, où était le Maroc, où était l'Algérie, où était la Tunisie, l'Égypte. Voilà, j'étais très très étonné de ces pays musulmans, quoi. Ouais. Les pays musulmans, ils étaient où, Fatima? Bah franchement, mais de qui on parle? Parce que moi je parlais du Maroc. Franchement, le Maroc, est-ce qu'on peut dire que c'est un pays musulman qui a comment dire, des relations diplomatiques basées sur des principes islamiques? Non, on est d'accord. Le Maroc, voilà. Je suis désolé pour être propriétaire d'un petit bout de terrain à Meknès-Plaisance, et pour me voir interdit de le vendre parce que je suis catholique et pas musulman. Je peux vous assurer que le Maroc est très musulman dans ses attitudes juridiques. Non, je parlais de principes islamiques, c'est-à-dire de principes éthiques notamment, voilà, ah oui, attendez, pour la justice. C'est vrai cette histoire? On n'a pas le droit de vendre un terrain parce qu'on n'est pas musulman? Absolument, c'est-à-dire que historiquement, Marocain, vous voulez dire? Du côté Marocain familial, nous avions 4000 mètres carrés à Meknès-Plaisance de terrain agricole, et il est interdit à un non-musulman de... Un non-marocain, vous voulez dire? Un non-marocain peut-être, non, plutôt que de musulman. Oui, mais enfin... Bah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le Maghreb, le Maroc, parce que les Marocains, il y a des juifs, voilà. Bah oui. Enfin bon, il y a plus tellement de juifs au Maroc. Ah si, il y en a beaucoup. Il y en a. En parler. En tout cas, ils sont pas interdits d'acheter des terres, on est d'accord, les juifs marocains. Donc ça n'a rien à voir avec le confessionnel. En fait, c'est parce que vous n'êtes pas un national. Je témoigne d'un vécu. Bon, il se trouve qu'on parle de ça. Bon, voilà. Alors moi aussi, je vais vous parler d'un vécu aussi en France. Vous savez que les étrangers non européens n'ont pas le droit d'être professeurs, par exemple, en France. Il faut être français pour pouvoir enseigner en France. Vous êtes au courant? Oui, comme la pharmacie. En tout cas, pour être titulaire, pour être fonctionnaire. Donc voilà. Donc en fait, mais je critique pas. Hein, je dis simplement que la France aussi a une politique par rapport à ses nationaux et ses extranationaux. Mais alors le Maroc, c'est pareil. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, je voulais pas parler de ça. Je voulais parler de principes éthiques islamiques. Vous disiez, vous pointiez du doigt les pays musulmans. Je vous disais, voilà, il n'y a pas que par rapport aux Rohingyas, il y a aussi par rapport à la Palestine. Parlons uniquement de l'attitude du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, qui sont nos cousins géographiques et qui sont quand même confessionnellement très liés aux Rohingyas. Pourquoi n'ont-ils rien fait? Aucun envoi de services secrets, aucun envoi de services militaires. Bon, pourtant l'Algérie, par exemple, et le Maroc ont des armées très puissantes. Ouais, mais l'Algérie a une devise. L'Algérie a une devise, c'est ne jamais intervenir dans un pays extérieur. Voilà, ça, c'est toujours. C'est tenu et c'est par anticolonialisme, anti-impérialisme qu'elle a. Ça, c'est propre à l'Algérie. Pour le reste, voilà. L'Algérie, il n'y a pas grand-chose à dire en termes internationaux. Modestement, si vous voulez, cette réflexion venait de quoi? C'est que bien évidemment, l'expérience modeste que j'ai par rapport aux Rohingyas et des efforts que j'ai essayé de faire dans mon petit coin, mais comme Madame Fatima, hein, c'est-à-dire que je partage ce qu'elle dit, c'est individuellement, on voit bien son impossibilité de faire rien, et rien ne viendra, si vous voulez, des pays catholiques ou bien orthodoxes, et tout viendra des pays musulmans pour aider les Rohingyas. Voilà mon humble. Oui, là vous. Faut voir les pays musulmans, mais il faut voir parce que c'est pas juste des pays musulmans, c'est des pays qui sont anciennement colonisés, qui n'ont pas forcément un gros rapport de force au niveau international. Voilà, le Maroc, il fait pas ce qu'il veut déjà au niveau international. Voilà, il peut pas se permettre. Qu'est-ce qui les empêche? C'est pas des pays, c'est pas des États forts. C'est pas. Non, pas du tout, mais pas du tout. Voilà, c'est attention, on parle de quoi? On parle de l'Inde, on parle de la Birmanie, on parle de pays puissants quand même. La Chine, n'en parlons pas. Enfin, le Maroc, le petit Maroc là qui va débarquer avec ses petits muscles. Enfin, soyons sérieux. Non, il faut. Et puis de toute façon, chacun sa part. Nous, on est en France ici, et en tant que Français, je dis, Madame, ma participation, c'est que nous ne bougerons pas, nous, en France, sur le problème des Rohingyas. Si, moi j'aimerais bien bouger. Si, faut pas dire ça. Non, moi j'aimerais bien bouger, mais il faut pas qu'on reste seul. Il faut pas être fataliste comme voilà, il faut pas être fataliste. Il faut se dire que voilà, 1 + 1 + 1, et puis il faut que cette question elle soit au centre de nos préoccupations aussi. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est-à-dire que pour l'instant, on est effectivement uniquement dans de l'émotionnel. Mais voilà, charge à nous d'en faire une question centrale et d'interpeller nos politiques et nos élus pour que voilà, qu'ils puissent interpeller eux-mêmes. Voilà, Birmanie. Mais qu'est-ce qui les empêche, la France, association, Maroc, Algérie, Tunisie, de leur apporter de l'aide, par contre?
Mais il y a des associations déjà qui apportent de l'aide en plus. Hein. Il faut pas dire non plus que personne ne fait rien en France. Il y a des associations, il y a des secours islamiques notamment. Il y a plein. Donc il y a quand même des choses. Voilà, il y a pas rien. Surtout depuis, comme tu disais, hein, faut dire, hein, Omar Sy, etc. Ça fait quand même la petite différence. Voilà, je tiens aussi à dire que Tarek Ramadan. C'est quand même décevant. 40 millions d'Algériens qui ne font rien, 35 millions de Marocains qui font semblant de rien voir, 10-15 millions de Tunisiens qui se bouchent les oreilles. C'est leur attitude vis-à-vis des Rohingyas. Non mais vous savez que là, en ce moment au Maroc, puisqu'on parle du Maroc, vous savez qu'il y a des gens qui sont en prison pendant 20 ans parce que ils ont simplement manifesté pour plus de justice sociale. Et c'est comme si vous me disiez, c'est honteux, les Marocains se bougent pas pour eux-mêmes. Mais il faut voir aussi la réalité politique d'un pays. Là, c'est compliqué. On peut prendre 2 minutes si vous voulez pour parler du Maroc. C'est pas si simple. Le Marocain, il fait pas ce qu'il veut. Donc déjà voir déjà à quel point c'est compliqué de se mobiliser pour sortir de prison des gens qui ont juste manifesté. Imaginez, voilà, les Rohingyas, c'est à l'autre bout du monde, etc., etc. C'est pas si simple. C'est pas simplement de la mauvaise foi. C'est pas simplement. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai attiré l'attention sur le fait qu'il fallait attendre aucune aide des pays catholiques pour les problèmes des musulmans. Alors en sachant que la France c'est pas un pays catholique, je tiens à le rappeler. C'est un pays laïque. Oui. Si, c'est important quand même de le dire, quoi. Je veux dire, voilà, il y a aussi des musulmans en France, il y a des. Tout ça. Merci Thierry en tout cas pour votre appel. Plaisir, merci pour l'échange. Écoute, avec plaisir mon cher Thierry, à bientôt. 01 40 33 9000, oui, de l'échange de qualité, c'est le grand forum France Maghreb 2, Fatima Ouassak qui est là, notre politologue, et justement du Maroc, elle en parlait, eh bien nous allons en parler aussi, parce que pendant que certains célébraient la victoire de la France en Coupe du Monde, eh bien d'autres manifestaient pour exiger et demander la libération de ces contestataires du RIF et du mouvement de Hirak qui ont été condamnés, vous le savez, plus de 50 personnes de 1 an de prison avec sursis jusque 20 ans de prison ferme pour 4 d'entre eux, notamment le leader de la contestation de Hirak, à savoir monsieur Nasser Zabzafi. On en reparle dans un instant avec vos appels au 01 40 33 9000. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les autorités marocaines vont prendre ce problème à bras-le-corps, ou alors est-ce qu'ils vont continuer d'occulter, d'ignorer, de boucher les oreilles? LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Fatima Ouassak avec nous jusque 18h, notre politologue sur France Maghreb. D'ailleurs, une question toute bête, Fatima. On m'a demandé c'est quoi une politologue? Alors un ou une. Un ou une. En l'occurrence, t'es une. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui est spécialiste de questions de sciences politiques ou de politique publique. Donc soit parce qu'il est chercheur, soit parce qu'il est consultant. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse, aux questions de sciences politiques ou de politique publique. Voilà. Bon, puisque on en profite aussi pour rappeler aussi que tu es à la tête des fonds de mer. Ouais. Front de mer, c'est un syndicat de parents, en particulier de parents c'est le premier syndicat de parents des quartiers populaires. Oui. Voilà, et c'est un syndicat de parents qui travaille, milite sur des questions en lien avec l'éducation et la transmission des enfants, dans l'espace institutionnel notamment, par exemple l'école, mais pas que. C'est-à-dire que c'est aussi les familles, ce qui se passe dans nos familles, en termes d'éducation et de transmission. Alors il y a une question qui est importante, c'est la question des discriminations que nos enfants subissent, notamment dans l'espace scolaire, mais pas que. C'est-à-dire que on travaille aussi sur la question de la bienveillance vis-à-vis de nos enfants. Essayer d'être positif et positif dans notre démarche, essayer d'être constructif pour du mieux-être pour nos enfants, pour une plus grande bienveillance pour nos enfants. Voilà. Avant de prendre la direction du Maroc et avant notre zapping dans un instant, Rachid qui souhaitait peut-être apporter un élément de réflexion par rapport à cet échange que nous avons eu avec Thierry il y a quelques temps. Bonjour Rachid. Bonjour, je voulais donner un petit peu mon avis. C'est triste ce qui se passe en Birmanie, c'est très très triste, et je pense que les musulmans ou toute la planète, ils font pas du tout assez pour ce peuple qui est persécuté. Mais d'un autre côté, c'est triste aussi ce que vous faites à la radio là, que vous compariez un peuple qui se fait pourchasser, tuer pour ce qu'il croit, pour ce qu'il est, avec le Maroc où les gens ils vivent approximativement en paix. C'est pas juste. On n'a pas du tout fait de comparaison. En fait, vous faites comme les débats sur France 2 où ils parlent de banlieusards, après ils parlent
de musulmans. Non, Après, il parle de terroristes. Non, c'est parce qu'en fait, alors, si on peut répondre. Dans son cas, c'est pas les mêmes choses. Alors, est-ce qu'on peut répondre? Juste, on va répondre quand même. En fait, non, c'est parce qu'en fait, le monsieur d'avant, c'est lui en fait qui mettait les deux en lien parce qu'il s'étonnait en fait et il était même presque choqué en fait de voir le peuple marocain ne pas se bouger pour les Rohingyas. Et en fait, ce que je lui disais, c'est, mais déjà, il faut voir le contexte dans lequel vit le peuple marocain. Et on va en parler juste après. C'est-à-dire, est-ce qu'il a les moyens, la marge de manœuvre pour pouvoir aller se battre pour un peuple qui, alors moi je suis d'accord avec vous, qui est massacré, tout simplement, qui est massacré. Donc effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que vivent les Marocains au Maroc. Un peuple qui est massacré. Mais donc moi je parlais plus de, voilà, pareil, et je donnais l'exemple des prisonniers aujourd'hui politiques, donc des militants du Hirak qui ont été manifestés pour plus de justice. Donc voilà, dans les rues, etc. Et ils ont été attrapés. Donc il y a eu plusieurs centaines de manifestants qui ont été attrapés. Ils ont été mis en prison. Et même pour ceux-là, donc ils font partie d'eux-mêmes. Je veux dire, ils font partie du peuple marocain. Même pour ceux-là, ils n'arrivent pas à les faire sortir de prison. Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est comment ils pourraient se mobiliser pour aller sauver. Mais voilà, là, je sais pas si vous êtes au courant, mais là, dimanche dernier ou samedi, il y avait une manifestation à Rabat avec. On va en parler. Et on s'en réjouit. Et aussi, il faut dire les choses telles qu'ils sont. Les gens du Irak. Moi, je suis pas en rendu juge, j'en sais rien, j'étais pas au jugement, je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que dans les chefs d'inculpation, il n'y a pas que la manifestation. C'est qu'il y a une caserne qui a été brûlée, il y a plein de policiers qui ont été blessés, des voitures qui ont été brûlées. Donc, faut dire les choses, ils sont pas en prison juste parce qu'il y a des manifestations pacifiques. On est d'accord, ça mérite pas. Blessés, vous êtes d'accord avec moi? Non, mais je suis pas du tout d'accord. Est-ce que ça mérite? Est-ce qu'il y a eu des morts? C'est-à-dire les morts, ils sont de quel côté? Il y a eu des policiers blessés, des casernes brûlées. Alors, vous vous trompez, il y a eu des morts. Il y a eu Mohsin Fikri qui est mort. Et en fait, à la base, ça part de, on veut la vérité sur les conditions de mort de ce vendeur de poissons. Ça part de là. Donc, il y a eu un mort déjà à la base. Il y a eu un mort. Ensuite, il y a eu des morts. Ensuite, pardon. Ensuite, il y a eu des morts parmi les manifestants. Et vous vous souvenez, l'année dernière, il y a un jeune de 18 ans, Imad, qui a été tué. Donc si, je vous le dis, il y a eu des morts. Donc voilà. Et les morts, ils sont d'un côté, ils sont pas de l'autre. Mais surtout, est-ce que manifester, donc même s'il y a eu des petites poubelles brûlées ou ce que vous disiez, est-ce que ça mérite 20 ans? Voilà. Est-ce que ça mérite? Non, c'est pas. Alors justement, les militants, les manifestants dénoncent en fait ce qui a été dit lors des procès. Et est-ce que de toute façon, ça mérite que des centaines de manifestants prennent aussi cher, et notamment les militants, les leaders de ce mouvement? Donc par exemple Nasser Zafzafi qui n'a pas brûlé de caserne de pompiers, on est d'accord, lui n'a pas brûlé. Est-ce que ça mérite qu'il prenne 20 ans de prison? Est-ce que ça mérite? Moi c'est ça la question que je vous pose. Est-ce que c'est normal de prendre 20 ans? Et ben voilà. Faut pas dire que ce qui va d'un côté, c'est que des deux côtés. Moi je sais pas, j'étais pas là-bas, mais je sais que il y en a des qui se plaignent des deux côtés. C'est que déjà moi Zafzafi j'aimais pas trop parce que quand il manifestait, il demandait le prix de la sardine à 6 dirhams. Comment quelqu'un il peut inciter un peuple à l'émeute parce que les sardines ils sont trop chères? Il faut que ça, c'est même en France, les pauvres ils mangent pas de sardines. Non mais monsieur, faut dire les choses. Non mais alors je veux bien, mais c'est parce que tout à l'heure vous nous disiez attention, faut pas tout mélanger, il faut pas ramener le sort. Alors attendez, faut pas ramener le sort des Marocains avec le sort des Rohingyas. Là s'il vous plaît, ne dites pas, ne mettez pas d'un côté les petites bricoles qu'a pu dire Nasser Zafzafi et qui vous plaisent pas, et de l'autre côté 20 ans de prison. Ouais mais en quoi ça mérite 20 ans de prison? Donc c'est pareil, il faut pas tout mélanger. Ça mérite 20 ans de prison. Voilà, on est d'accord. Voilà, nous ce qui nous choque c'est les 20 ans de prison. C'est pas le prix de la sardine. Comme vous êtes des journalistes, il faut dire toutes les choses pour que celui qui écoute la radio, il peut prendre les décisions. Non mais soyons sérieux. Si vous dites que les choses d'un côté, ça fait de la Non, mais on va pas faire un débat sur le prix de la sardine. Non, nous ce qui nous choque, c'est les 20 ans de prison. Voilà, et c'est ça qui nous choque en tant que. Voilà, et ben il faut se mobiliser avant tout pour ça. Moi j'ai eu des problèmes au Maroc, et au Maroc, pour un chèque en blanc, on va en prison. Vous savez qu'au Maroc, si vous avez une arme à feu, vous avez tiré sur personne, vous prenez 10 ans de prison. Au Maroc, c'est incontestable. La loi, elle est super dure. C'est pas moi qui vous dira le contraire, je sais très bien. Voilà. C'est ça qui nous choque, Rachid, c'est tout. Ouais. C'est tout, il y a juste ça qui nous choque, évidemment. Après, sur le, voilà, sur ce qu'a pu dire Nasser Zafzafi, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est juste que on dise qu'ils ont manifesté pacifiquement. Moi, je suis pour les manifestations, mais je suis contre qu'on brûle des casernes ou qu'on brûle des choses. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que tout soit dit. Comme ça, tout le monde se prend mais après ça, on peut vérifier. Non, mais on peut vérifier auprès de journalistes. D'ailleurs, qui sont en prison. Vous savez qu'il y a des journalistes marocains qui ont couvert. Il y a un journaliste qui est en prison. Non, il y en a plusieurs. Et il y en a un notamment, donc, qui a fait grève de la faim, voilà, qui vient de s'arrêter. Donc, mais ça, déjà, c'est grave. C'est-à-dire que, mais il y a ces journalistes
journalistes-là qui ont travaillé et qui ont montré que non, les manifestations, pour l'essentiel, elles ont été pacifiques. Voilà. Mais il n'y a pas que dans le Rif, il y a aussi à Gerada, il y a ailleurs, en ce moment au Maroc, il y a d'autres espaces où, enfin, il y a d'autres lieux où il y a des tensions, où il y a des manifestations. Donc, ce qui est scandaleux, en tout cas, nous, ce qu'on retient, le gros qu'on retient, c'est le fait que des gens qui ont manifesté pacifiquement peuvent prendre jusqu'à 20 ans de prison. C'est ça le plus grave, c'est ça le plus choquant. Après, je vous dis, on peut discuter de petites bricoles, le prix de la sardine et compagnie, et Nasser Zazafi, il a dit ça, il a pas dit ça, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est du détail. C'est vraiment du détail. Non, mais moi, franchement, je suis d'accord avec vous. Il mérite pas, pour moi, il mérite pas 20 ans de prison. Et c'est énorme ce qui s'est pris. Mais moi, je veux juste parce que moi, le Maroc, c'est un pays où je rêverais d'aller vivre. Et qu'on dise des choses et qu'on manifeste pacifiquement et on va en prison 20 ans. Il y a eu 10 000 personnes là dimanche à Rabat qui ont manifesté, qui sont partis en prison. Ouais. Maintenant, eux, s'ils ont commencé à les arrêter, c'est parce qu'il y avait des incitations à l'émeute, ils ont commencé à caillasser la police, à brûler des voitures, brûler un commissariat. Et au Maroc, ça, c'est pas du tout. Ils tolèrent pas. Est-ce que vous me permettez? Non, c'est pas la même chose. Alors, déjà, les manifestations, parce que c'est pas la première fois à Rabat que ça manifeste en soutien, enfin, pour demander la libération des prisonniers politiques. C'est pas du tout du même ordre, c'est-à-dire que vous faites une manifestation encadrée par El Adl ou El Ihsan, donc qui est un grand parti politique islamiste, et puis encadrée par les associations marocaines de droits de l'homme, etc. Vous faites une manifestation pour demander la libération des prisonniers politiques. Ça, c'est une chose. Par contre, une manifestation spontanée des habitants d'une région pour demander plus de justice sociale, pour remettre en question en fait le système, parce que ça remet quand même, même si c'est pacifique, ça remettait quand même en question le système, ça dénonçait la corruption, l'injustice, etc., etc. C'est pas du tout la même chose, ça va pas du tout être réprimé de la même manière. Évidemment que la deuxième catégorie de manifestation fait beaucoup plus peur au régime, évidemment, puisque ça les remet en question, ça les pointe du doigt, et c'est là-dessus qu'il y a de la répression. Donc on peut pas comparer. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'arrestation là sur la manifestation de dimanche. Moi, je vous dis, faut juste dire ça ne veut pas dire, non, mais ça ne veut pas dire que les manifestations du Rif ne sont pas pacifiques. S'il vous plaît, je vous coupe 2 secondes, s'il vous plaît. C'est juste que quand, moi, je vous ai écouté parler au début, c'est qu'on a l'impression à vous écouter qu'au Maroc, on manifeste pacifiquement, on va en prison 20 ans, et c'est comme ça partout dans le Maroc. À partir du moment où on remet en question. C'est que ces gens-là, ils sont accusés de manifestations et d'autres choses. Et qu'il y a quand même des gens d'atteinte à la sûreté de l'État. D'atteinte à la sûreté. Alors, je sais pas si vous avez suivi le procès de Zazafi. Non, on lui dit qu'il a travaillé avec l'étranger. On joue sur des traductions, on interprète la langue griffenne et on dit en fait, en réalité, il a dit ça en arabe. Ça veut dire qu'il a dit qu'il voulait travailler avec l'étranger, etc. Donc, non, il a été condamné pour atteinte à la sûreté de l'État et pour des actes de terrorisme en fait, pour d'autres militants aussi du Hirak. Donc, non, ils ont pas du tout été condamnés pour ce que vous dites. Ouais. Ils ont été condamnés là-dessus sur des faits graves et c'était 20 ans de prison ou la peine de mort. Donc non. Et là-dessus, non, Nasser Zazafi et les autres militants dénoncent, disent que c'est pas vrai, que ce sont des procès qui ont été truqués, que c'est de la mascarade. Et c'est là-dessus qu'il faut s'élever. S'il y a même pas de justice, si lors de procès, il y a pas de vérité, si on invente des preuves, si ce sont si c'est de la mascarade, mais on en est où au Maroc? Ce n'est plus du tout un état de droit en fait, c'est de la dictature. Donc vous voyez, c'est ça qu'il faut dénoncer nous d'ici. Je sais pas si vous êtes marocain, mais en tout cas en tant que Marocains, en tant que Maghrébins, en tant qu'Africains d'ici qui vivons à l'étranger, c'est ça qu'il faut que l'on dise. On n'accepte pas une telle injustice parce que c'est la fin. Si des personnes ne peuvent pas aller dans la rue pour réclamer, effectivement pour demander un changement de système, parce que c'est ça la vérité, c'est pour ça que ça fait mal, c'est pour ça que ça fait mal aux autorités, mais pour demander plus de justice, pour demander plus de respect de leur dignité, si ils prennent le risque de prendre 20 ans de prison, vous imaginez vers quoi on va? Évidemment qu'on va vers le chaos. Et donc c'est à partir du moment où on aime puisque vous aimez le Maroc, vous aimez le peuple marocain, c'est parce qu'on aime ce pays que justement on veut qu'il y ait de la justice pour pas qu'il y ait une escalade et pour pas que qu'on en arrive à une situation de conflit tel que comme on peut le trouver dans d'autres pays dans le monde. Mais excusez-moi, chose, Rachid, oui. Si je peux juste finir, c'est que vous dites qu'ils manifestent parce que ils veulent un changement de je sais pas quoi. Mais est-ce que vous savez les revendications qu'il avait Zazafi ou pas? L'hôpital, l'école, moins de corruption, moins de corruption. Oui, mais c'est toutes ces. Est-ce que franchement, moi je pars souvent au Maroc. Oui. Et au Maroc, on peut pas dire que il y a pas d'école déjà. Moi, j'ai de la famille des pauvres. Il y a des écoles publiques gratuites et ils prient. Vous n'êtes pas marocain. Non, mais vous n'êtes pas marocain. C'est les Marocains eux-mêmes qui bousillent le système scolaire. Demandez au Maroc. Mais je vous dis la vérité. Non, mais c'est pas la vérité ça. Et c'est que si vous voyez toutes les écoles privées qu'il y a au Maroc, ça pousse comme des champignons parce que les gens ne veulent pas envoyer leur enfant à l'école publique. C'est un gros problème. C'est un gros problème justement. Oui. Et deuxièmement, les hôpitaux. C'est sûr qu'il n'y a pas les hôpitaux qu'il y a en France.
mais il y a quand même quelques structures. Mais c'est pas vrai, pas du tout, mais vous ne connaissez pas. C'est pas le problème des hôpitaux, c'est le problème des docteurs. C'est Rachid, c'est ça? Oui, Rachid. Vous savez que les autorités marocaines, les membres des autorités marocaines viennent se faire soigner en Europe, en France en particulier. Vous savez que eux-mêmes n'acceptent pas de se faire soigner même dans les meilleurs hôpitaux marocains. Vous êtes au courant de ça quand même. Faut aller dans le RIF. Allez dans le RIF 2 minutes. Allez dans le RIF. Vous savez que dans le RIF, alors non, moi je suis rifaine. Est-ce que vous savez que dans le RIF, c'est une région. Alors monsieur, je vais pas. Justement, moi je vais parler de choses précises. Attendez, on s'écoute, Rachid. Rachid, je vais vous parler de choses précises parce que justement, il faut pas généraliser. De manière très précise. Le RIF, c'est l'une des régions dans le monde où il y a le plus de cancers et notamment le cancer de la gorge et du cavum. Voilà, ça c'est un fait précis. Voilà. Et vous savez d'où vient cette forte proportion. Ça vient du kiff. Ça vient pas du tout, mais pas du tout. Mais voyez, pas du tout. Ça vient des gars alors laissez-moi finir. Non mais alors laissez-moi finir. Rachid. Non mais laissez-moi finir. Et puis après je peux vous envoyer des liens si ça vous intéresse et vous verrez que c'est ce que je vous dis, c'est sourcé. En fait, d'où ça vient ces cancers, cette forte proportion de cancers, ça vient des bombardements en 1900 dans les années 20, 1921, entre 21 et 26, des bombardements de l'armée espagnole et française, des bombardements sur le RIF pour lutter contre Abdelkrim et sa volonté de libérer le RIF. Donc il y a eu énormément de gaz moutarde qui a été pour la première fois d'ailleurs utilisé là-bas. Voilà, qui a été expérimenté là-bas. Et c'est de là que ça vient en fait. Ça vient du gaz moutarde de l'époque. C'est pour ça qu'il y a énormément de cancers. Donc vous savez qu'il n'y a pas d'hôpital qui traite de ce cancer-là. Il n'y a pas d'oncologue avec un hôpital avec du matériel, etc. dans le RIF. Voilà, alors que c'est la région au monde où il y a le plus de cancers du cavum. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vous êtes obligé de descendre à Rabat, etc., pour vous faire soigner et encore pas très bien, mais il n'y a pas dans cette région-là précisément, vous voyez? Et ça, par exemple, ça fait partie des revendications du Hirak, de dire nous, on exige un hôpital qui soigne les personnes très très nombreuses dans le RIF qui ont ce cancer du cavum. Vous voyez? Donc c'est des revendications qui sont très très concrètes, très très légitimes en fait. Voilà, c'est un exemple précis. Ouais, mais je suis d'accord avec vous, mais moi je sais très bien que moi je viens de la ville de pas loin d'Oujda. Oujda, il y a un hôpital d'oncologie et le problème c'est pas qu'il n'y a pas d'hôpitaux, c'est que les gens ils n'ont pas les moyens de payer les soins. Les soins du cancer, c'est l'une des maladies qui coûte le plus cher à soigner. Je sais pas si vous êtes au courant. Maintenant, pourquoi ils font pas d'hôpital d'oncologie à Al-Hoceima? C'est parce qu'il y aura pas beaucoup de monde qui aura les moyens, donc ça sera pas une structure qui servira à grand chose. Il faut mettre les choses telles qu'ils sont, madame. Faut pas dire. Vous partez dans les pays en voie de développement. C'est très très rare les pays où on peut se faire soigner du cancer facilement. Alors, on est en France, madame. Faut pas comparer la France avec un pays qui fait 100 milliards de PIB, madame. Non mais moi je compare. Moi en fait, effectivement, on est en France. Mais les militants du Hirak. Le militant du Hirak. Non mais excusez-moi, monsieur Rachid. En fait, vous dites on est en France, mais les militants du Hirak, on est d'accord, ils sont pas en France. Ils sont dans le RIF, ils sont dans leur pays. Donc eux, ils ont le droit de revendiquer. Ils sont dans leur pays. Ils travaillent dans leur pays. Ils aimeraient bien y rester. Ils aimeraient bien ne pas être obligés de s'exiler, ils aimeraient bien ne pas être obligés de quitter leur terre et de quitter leur pays. Donc eux, ils ont toute légitimité à demander pour leur terre. Au Maroc, madame, moi je vous dis, moi j'ai de la famille, je parle souvent avec eux, là j'ai souvent des débats avec eux. Par exemple, là, ils manifestent contre la vie trop chère. Sidi Ali, ils disent que la bouteille, il a vendu 6 dirhams, c'est injuste. Ils boycottent. Ouais. Mais madame, moi ils me font rire. Maintenant, cette dame-là, ce patron Sidi Ali, je sais pas c'est qui, il vend sa bouteille 6 dirhams. Moi, je suis commerçant aussi. Tant qu'il y a des clients, ils ne forcent personne à acheter. Si les gens, ils achètent la bouteille à 6 dirhams, alors qu'il y en a d'autres dans le commerce à 4 dirhams. Alors Rachid, il y a un truc que je comprends pas. Est-ce que même le commerce, ils veulent rendre ça interdit? Les gens, ils sont jaloux. Alors, j'ai une question à vous poser parce que vous savez que le boycott des 3 marques, donc Danone, Sidi Ali et Frikia, vous savez que c'est suivi par beaucoup de Marocains. C'est presque quelque chose qui est devenu immensément populaire en Maroc. Comment vous pouvez dire d'un côté que vous êtes avec le peuple marocain et de l'autre côté, à partir du moment où le peuple marocain s'organise pour boycotter des marques parce qu'il considère que c'est comme ça qu'il va avancer pour plus de justice, etc. Là, critiquer ce même peuple marocain. Faut savoir, vous êtes pour ou contre le peuple marocain? Madame, j'ai pas dit que j'étais contre le peuple marocain. Je vous dis qu'il y a des choses qui sont stupides. C'est pas parce qu'on est pour quelqu'un que tout ce qu'il va faire, on va être en tout cas, il faut être solidaire. Que l'essence soit trop chère, qui manifestent pour que l'essence baisse, je suis d'accord, mais qu'ils partent pas dans une pompe à essence, mais qu'ils partent dans d'autres pompes à essence, alors que le prix c'est le même, c'est stupide. Que moi demain, je me mets à la place de la dame qui a Sidi Ali. Demain, si dans mon jardin, je parlais à mon oncle la dernière fois, si j'extrais du sable et que des gens ils veulent m'acheter le sac de sable 100 €, c'est mon droit de leur vendre 100 €. Maintenant, c'est le client. S'il veut pas l'acheter, il l'achète pas. Mais vous pouvez pas enlever à un commerçant de vendre un produit qui est demandé par d'autres clients.
Non mais alors renseignez-vous sur le boycott, sur les raisons du boycott, les raisons du boycott de Danone, les raisons du boycott de Ifriqiya. Renseignez-vous sur le dirigeant d'Ifriqiya et renseignez-vous sur les dirigeants de Sidi Ali. Vous allez comprendre pourquoi de manière très intelligente. Ils ont fait un communiqué en disant que c'était la faute de l'État parce qu'il y avait trop de taxes. Mais tu sais que le président de Danone c'est carrément international, hein, c'est carrément déplacé au Maroc, etc. Donc réfléchissez, enfin regardez un petit peu, renseignez-vous sur le pourquoi du comment. Vous allez comprendre à quel point le peuple marocain là pour le coup a fait preuve d'une très très grande intelligence. Justement, il a réagi au fait que manifester dans les rues, ça ne paye pas. Au contraire, on prend le risque d'aller en prison. Et là, voilà, de manière encore plus pacifique, puisque c'est individuel, ça ne se voit pas, etc. Il a été très intelligent avec ce boycott. La preuve, c'est que ça marche. Merci Rachid, en tout cas, pour votre appel, pour cet échange, finalement, avec Fatima Wassak. Et je crois que d'ailleurs, il y a un autre boycott qui est en cours, c'est Coca-Cola, apparemment, au Maroc. Ah, ça serait super. Non, j'étais pas au courant. Bah, apparemment, j'ai vu ça passer. Donc, bon, moi, je boycotte Coca-Cola depuis que je suis né, pratiquement. Ouais. Et puis, en plus, oui, par rapport aussi à la Palestine, etc. Tu sais que le boycott de Coca-Cola, ça existe depuis déjà plusieurs années, justement, par rapport à la cause palestinienne. Donc, le peuple marocain, lapsus, étant un grand soutien. Je parle du peuple, hein, je parle pas du pouvoir, de la Palestine et du peuple palestinien, ce serait super. Alors, justement, on est en plein dedans. Donc, sur ce sujet, effectivement, on en parlait avec notre auditeur de cette manifestation importante. C'était dimanche dernier à Rabat. Il y avait, alors selon les chiffres qui varient, 15 000 personnes. C'est le chiffre que j'ai lu moi le plus souvent. 30 000. Bon, 30 000, ouais. Entre 15 000 et 30 000. En tout cas, il y avait du monde. Mais la seule particularité de la précédente manifestation qui avait été organisée, je crois, le 8 juillet dernier, c'est qu'il y avait beaucoup plus de citoyens. Et il y a effectivement des gens de soutien au mouvement Hirak, etc. Mais il y avait des citoyens lambda du Marocains, qui étaient venus donc grandir les rangs de cette manifestation de dimanche dernier pour demander la libération de ces gens de Hirak qui ont été, rappelons-le, condamnés à entre 1 an de prison avec sursis jusqu'à 20 ans de prison ferme pour 4 d'entre eux, notamment le leader Nasser Zafzafi. Si on additionne d'ailleurs les condamnations de ces 50 personnes, ça nous fait, je crois, 360 ans de prison. Ce qui est énorme, évidemment. Effectivement, on souhaitait en parler parce que il y en a qui ont lancé des mots et des appels au roi Mohamed VI carrément pour que, à l'occasion de la journée de la fête du trône qui aura lieu le 30 juillet prochain au Maroc, à ce qu'il soit gracié. Alors, tu me disais tout à l'heure que les leaders de Hirak ne veulent pas être graciés parce que ça voudrait dire qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait une bêtise. Non, voilà, non, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'en fait la grâce royale reviendrait à considérer que effectivement ils sont coupables, mais que derrière le roi descend comme ça pour les gracier et leur culpabilité reste. Non, là il s'agit de dénoncer des procès qui n'ont pas été justes, qui n'ont pas été équitables, des procès où n'étaient pas respectés les droits fondamentaux des accusés. Ouais. Il s'agit de pointer ça du doigt. Alors je disais tout à l'heure à l'antenne qu'on a organisé la semaine dernière un petit débat là-dessus à Bagnolet. Oui. Et alors il y avait un intervenant, enfin une personne qui est venue, un grand ami chercheur marocain, Hamza Esmili, qui nous disait que finalement 10 000, parce qu'à l'époque, juste avant, la semaine d'avant, il y avait eu 10 000 personnes, le dimanche d'avant, 10 000 personnes finalement en manifestation à Rabat, c'était pas beaucoup, et que ça devrait être beaucoup plus, il devrait y avoir une mobilisation bien plus grande. Et alors on se disait, bon, c'est peut-être pas beaucoup, mais voilà, il faut espérer un effet boule de neige, un effet domino, que la cause grandisse au fur et à mesure. C'est pour ça que je m'adresse là, pour le coup, j'en profite pour m'adresser aux Marocains et aux Marocaines de la diaspora, pour dire que chacun et chacune fasse à son niveau ce qu'il peut faire, c'est-à-dire parler des prisonniers politiques là où il peut, c'est-à-dire que pour les personnes qui peuvent avoir le micro, pour les personnes qui peuvent avoir la parole quelque part, pour les personnes qui peuvent écrire quelque part, pour les journalistes, etc. Que chacun fasse sa petite part. Je disais tout à l'heure, nous on a décidé d'interpeller nos élus, là où on est dans le 93, pourquoi pas ailleurs aussi, et qu'on puisse comme ça interpeller nos différents élus en France, puisque là pour le coup c'est pas pour interpeller la France en disant à la France de s'ingérer au Maroc, parce que ça évidemment c'est hors de question. Moi je suis anti-impérialiste, anti-colonialiste, je ne veux pas que l'ancien colon, la France, vienne s'ingérer dans le Maroc, même si je sais que de toute façon elle s'ingère au Maroc, donc je vais pas en rajouter. Non, il s'agit de demander à la France, qui est amie
du Maroc, qui vous souvenez, Macron a débarqué, son premier voyage officiel, c'était au Maroc, et puis en grande pompe, et voilà, et puis c'était les petits gâteaux, le petit couscous merguez qui lui était servi, et lui il a dit voilà, il y a pas de problème ici, il y a pas de problème avec le Maroc, circuler, il y a rien à voir. Et puis j'ajoute aussi que vous savez qu'il y a des armes au Maroc, notamment qui ont servi à la répression, qui viennent tout droit de la France, notamment les grenades, il me semble. Donc voilà, et la France participe en réalité de la répression des manifestations au Maroc. Il faut pouvoir interpeller la France pour dire voilà, est-ce que c'est, et encore toujours avec cette même phrase, est-ce que c'est normal de mettre des gens qui ont manifesté pacifiquement pour plus de justice et pour plus de respect de la dignité, est-ce que c'est normal de les mettre 20 ans en prison? Oui ou non? Voilà. Tel élu répondait, tel conseiller municipal répondait, tel député répondait, tel ministre répondait, le président de la République répondait à cette question. Je me souviens avoir fait ce débat il y a quelques temps et on m'avait dit finalement que ce qui a été le plus dur à digérer, ça a été que Nasser Zabzafi ait osé interrompre un prêche dans une mosquée. Ça, c'était un prétexte. Voilà. Ça, c'était clairement un prétexte. Voilà, c'était un guet-apens. Ça faisait déjà plusieurs semaines que dans les mosquées, ordre était donné de discréditer le mouvement Hirak, de pointer du doigt les militants du Hirak, limite de les sortir de la communauté musulmane. Tu sais, Christophe, à quel point c'est grave de considérer que des musulmans, en réalité, ne sont pas musulmans qui sortent de la communauté musulmane. Donc voilà, il y a eu un certain nombre de provocations qui ont été faites. Voilà, Nasser Zabzafi est intervenu pour dénoncer ces provocations, et voilà, et ça a été un guet-apens. Voilà, dès qu'il est sorti, il a été cueilli. Donc c'était, si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Il voulait sa peau. Docteur qui souhaite te féliciter, un auditeur qui nous appelle de Bruxelles. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, là, vous m'entendez aujourd'hui de Bruxelles, là, j'ai mon nouveau boulot. Déjà, je félicite Madame Fatima pour la qualité de tout ce qu'elle traite. Voilà, donc je suis toujours dans l'émotion quand je l'entends. Vous m'entendez, Madame Fatima? Oui, je vous entends, docteur. Merci. Voilà, donc j'ai 2 points rapides. Donc pour le Rohingya ou n'importe quel peuple qui souffre en Inde, là, musulman ou pas musulman, je pars du principe l'international, c'est-à-dire c'est le devoir par rapport, j'ai entendu votre auditeur qui appelait tout à l'heure, c'est pas, on s'en fout qu'il soit catholique, musulman, bouddhiste ou quoi, c'est l'international pour aider les peuples qui sont sous les joues de la répression. Voilà, ça d'un point, mon point de vue. Pour le Maroc, sans ingérence, c'est ma politique depuis 2011, je m'ingère pas. Madame Fatima, l'opposition syrienne, alors rappelez-moi, enfin corrigez-moi, l'opposition syrienne de tout poil, quand il y a eu 15 mars 2011 en Syrie, ils ont dit suivez l'exemple du Maroc. Avant quelques semaines ou après, le Maroc, ils ont écouté leurs manifestants, il y a eu, ça y est, ils ont tout réformé, tout le mouvement du 20 février, je crois, c'est ça? Ouais. Exactement. Voilà, est-ce que c'est, parce que là, c'est voilà où on est en Syrie, ça a commencé soi-disant par des manifestations pacifiques, et vous êtes au courant mieux que moi. Voilà, c'est tout, rappelez-moi ou éclairez-moi, Madame Fatima, sur ce qui a eu lieu parallèlement, ce qui n'a rien à voir avec le coup syrien, parce que l'opposition qui ont tout perdu, et leur pays, et l'indépendance, y compris le régime, tout le monde maintenant out en Syrie, est-ce qu'il y a eu vraiment des réformes par le roi Mohammed VI? Voilà. Merci docteur pour cette question. Est-ce que, alors c'est vrai qu'on se souvient de ce mouvement du 20 février, qui avait commencé à faire un peu de bruit, et le roi avait réagi rapidement. Alors, juste une toute petite parenthèse, parce qu'effectivement tout à l'heure j'interpellais, en tout cas je faisais appel à la diaspora marocaine qui vit en France, etc. Mais monsieur a tout à fait raison, il faut aussi faire appel aux personnes internationalistes, comme on dit, en tout cas qui ont une conviction comme ça internationaliste, pour dire voilà, à partir du moment où on est sincère, on milite pour la justice dans le monde, voilà, qu'on soit, il a raison, musulman, athée, juif, chrétien, etc., peu importe, voilà, c'est ça qu'on doit retrouver en fait, c'est cet internationalisme, ça c'est une chose. Oui, par ailleurs, effectivement, tu te souviens, à l'époque en 2011, le Maroc était donné mais en exemple dans l'univers entier, pour dire regardez le Maroc, le roi du Maroc, le régime marocain a su gérer justement ce vent de panique un petit peu à l'international. Il a su gérer de manière pacifique, sans faire baigner, sans
sans faire couler le sang, comme on dit. Le problème, effectivement, c'est ensuite de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je te disais tout à l'heure, hors antenne, il y a un certain nombre aujourd'hui d'associations et de grands intellectuels au Maroc qui, justement, sont dans la nostalgie. Tiens-toi bien de la période France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Fatima Wassak, je vous rappelle, et à lire donc cette lettre ouverte de Assa Traoré dans le Nouvel Obs aujourd'hui, rappelle donc pour la journée du 21 juillet à Beaumont, pour aller demander, exiger la vérité pour Adama Traoré. L'affaire Adama, je le rappelle, c'est un mort et 5 frères en prison. Cette lettre ouverte d'ailleurs, et je vous invite à réécouter aussi le podcast de l'émission de lundi, puisque et Assa Traoré et Youssef Brakni étaient nos invités pour justement parler de cette tragédie qui concerne donc la famille Traoré. Un petit coup de zapping rapidement, il nous reste 3 minutes, ma chère Fatima. Ouais. On va prendre ça un peu en dérision. Tiens, Muriel Pénicaud, vous connaissez la ministre du Travail, elle était sur RTL ce matin, et nous avons besoin des jeunes des quartiers prioritaires. C'est ce qu'elle a déclaré hier. Écoutez, ce matin, pardon. Il y a des choses qui bougent. Dans le cadre du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, par exemple sur l'apprentissage et sur l'alternance, ce matin, dans la foulée de l'événement d'hier soir, je signe avec la Fédération du bâtiment et avec le ministre de la Cohésion des territoires. Ils s'engagent là à aller proposer 15 000 emplois ou offres d'apprentissage dans les quartiers prioritaires de la ville pour les jeunes. L'Assemblée permanente des chambres de métiers, ils s'engagent à plus 60 000 apprentis. L'industrie a dit on va faire plus 40%. Donc il y a quand même un élan, mais il faut l'amplifier. Et la loi n'est que le cadre qui le permet, mais elle libère toute une série de fins pour que, enfin, j'allais dire, on se remette à investir sur les jeunes. On a une situation qui est aberrante dans notre pays, c'est qu'on a un taux de chômage des jeunes qui est le double des autres populations. C'est le message qu'on leur envoie, c'est on n'a pas besoin de vous. C'est pas vrai. On a besoin des jeunes. Et on a besoin des jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Et c'est ça qu'il faut leur montrer. Voilà, pour Muriel Pénicaud, donc la ministre du Travail, on a besoin des jeunes des quartiers prioritaires. Alors moi, ça, je découvre ça, cette déclaration. C'était ce matin sur RTL. Ouais, je suis choquée à un niveau. C'est-à-dire que d'un côté, Parcoursup, tu sais que dans le 93, par exemple, il y a des lycées, notamment à Bondy, à Pantin, etc. À Bondy, par exemple, il y a un lycée, c'est 100% des jeunes qui demandent, qui des bacheliers qui demandent à aller à l'université, qui sont bloqués, qui ont un refus ou qui sont en attente. Pareil pour Pantin. Enfin, dans le 93, c'est des chiffres catastrophiques. C'est-à-dire qu'on empêche les jeunes qui vivent dans les quartiers populaires, en particulier dans le 93, on les empêche d'avoir accès à l'université, aux études supérieures. Par contre, donc d'un côté on les empêche, par contre de l'autre côté on ouvre les portes pour le bâtiment, pour venir faire ce taf. Excuse-moi, on m'a reproché d'être un petit peu trop vulgaire, mais pour du taf de merde, sous-payé, précarisé, qui casse le dos, etc. Je trouve ça scandaleux. Non, nous on veut que nos enfants, moi je parle pour moi, hein. Moi je veux que mes enfants ils puissent s'épanouir dans leur travail, ils puissent avoir le top, ils puissent faire comme les enfants de la ministre du Travail, c'est-à-dire faire le métier qu'ils veulent avec les études qu'ils ont choisies. On veut pas. Après, si on est dans le bâtiment, on est dans le bâtiment. Il n'y a pas de sous-métier. C'est pas ça le problème. Par contre, comme ça, nous flécher, nous orienter nos enfants vers ces seuls secteurs d'activité les plus précaires, les moins bien payés, c'est-à-dire nous ubériser en fait, faire que nos enfants n'aient d'autres destins dans la vie que de faire ces boulots-là, c'est scandaleux. Nous on veut pas de Parcoursup. Nous on veut que nos enfants puissent faire des études s'ils ont envie de faire des études, s'ils peuvent faire des études. Ouais, mais ça c'est scandaleux de nous flécher comme ça sur son boulot. Mais que ces enfants ils aillent faire du bâtiment à la ministre là. Et parce qu'on a aussi dans ce cas-là, moi aussi je vais avoir ce discours-là. Voilà, on a besoin de vos enfants, Madame la ministre, pour aller réparer la serrure ou faire de la plomberie. Bon, désolé de te mettre dans un état pareil avant ton départ en vacances. Les macronistes, voilà, c'est ça leur idéal de société pour nous, habitants des quartiers populaires et pour nos enfants. C'est ça le sort qu'ils veulent nous réserver à nos enfants. Il faut se battre contre ça. Il faut dire non, nous on veut élargir le champ des possibles de nos enfants. S'ils veulent faire du bâtiment, ils feront du bâtiment. Mais s'ils veulent, être ministre, s'ils veulent être professeur, ingénieur, médecin, etc., il faut qu'ils en aient la possibilité aussi. Donc il faut qu'on se batte contre Parcoursup. Il faut qu'on se batte contre l'orientation de nos enfants systématiquement en CAP et en BEP, en bac professionnel. Il faut qu'on se batte contre ça, contre le fait qu'il y a une réduction du champ des possibles de nos enfants et qu'on les réduise comme ça à ces seules possibilités. Fatima, je te souhaite de bonnes vacances. Merci. Et je te retrouve, j'espère, en pleine forme à la rentrée. On ne lâche rien, comme d'habitude. Merci d'écouter France Maghreb 2. À demain, on recevra Sonia Krimi demain sur France Maghreb 2, députée de la République En Marche, qui d'ailleurs se bat beaucoup et combat la loi asile-immigration. Il est 18h, donc demain, 16h, 18h, le flash. Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. La justice rejette le recours des victimes des attaques du 13 novembre qui pointaient la responsabilité de l'État. Une trentaine de personnes dénonçaient des dysfonctionnements et des fautes de l'État.
Le gouvernement vient d'annoncer par le biais de son porte-parole Benjamin Griveaux qu'il présentera fin 2018 un projet de loi sur les questions de bioéthique, dont la PMA, pour un examen au Parlement début 2019. La garde à vue du député La République En Marche Thierry Solère se poursuit aujourd'hui. Le député des Hauts-de-Seine est notamment mis en cause pour fraude fiscale et trafic d'influence. C'est à la suite d'une plainte du ministère de l'Économie et des Finances que le parquet de Nanterre a ouvert en septembre 2016 une enquête pour fraude fiscale. Un important dispositif policier a été déployé en début d'après-midi autour du chantier de la Samaritaine dans le 1er arrondissement de Paris pour retrouver un braqueur. Cet individu doté d'une arme de poing a braqué un magasin de montres dans le 7e arrondissement, puis il a pris la fuite et abandonné son véhicule dans le 1er arrondissement. Selon les sources policières, le préjudice est estimé à environ 200 000 €. L'état d'urgence levé en Turquie, il avait été instauré il y a maintenant 2 ans. C'était après le putsch avorté. Depuis, le pays a connu une importante purge, 80 000 personnes emprisonnées, plus de 150 000 fonctionnaires limogés. Benjamin Pavard est de retour chez lui. Le défenseur central, devenu célèbre grâce à son but face à l'Argentine, a été célébré dans sa commune de Jeumont dans le Nord. Et de son côté, Hugo Lloris a été reçu cet après-midi à la mairie de Nice. Les champions du monde qui vont recevoir une prime d'au moins 300 000 € après la victoire en Russie. Hugo Lloris qui n'avait pas encore réfléchi à l'utilisation qu'il en ferait, sans exclure d'en faire profiter des associations. Et puis du jamais vu, selon l'autorité de régulation des jeux en ligne et la Française des Jeux, 690 millions d'euros de paris ont été déboursés à l'occasion du mondial. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.